Culture Soccer. Culture Soccer. Les débats continuent en MLS de semaine en semaine. Beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, des résultats surprenants, des nouvelles de semaine en semaine, des joueurs qui arrivent. On attend impatiemment que les effectifs soient finaux. On sait que c'est en date du 15 septembre où les effectifs ne pourront plus bouger. Mais en même temps, bien évidemment, les choses changent du côté de la MLS. Des décisions sont prises. Et cette semaine, on a eu une énorme explosion, on va l'appeler comme ça, du côté des Whitecaps de Vancouver. Je suis rejoint aujourd'hui par Alexandre Gangué-Rouzic. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Alexandre est le rédacteur en chef de Between the Sticks, que je vous conseille d'aller lire en anglais. Alexandre, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça a été une semaine de fou, pour pas d'autre expression à le dire, quoi. Il y a une semaine, la vie était belle. Les Whitecaps, ils ont joué à BC Place pour la première fois depuis longtemps avec de la foule dans les estrades. Ils ont gagné à la fin du match. Ils ont chanté, c'était super. Puis une semaine plus tard, ils ont perdu un match face à une équipe de Première Ligue canadienne. Ils ont viré Marc Dos Santos. Tout a changé, tout a bousillé. C'est comme si ils ont fait un 180 complet de où ils étaient il y a 6 jours. Exactement, c'est exactement ce que tu as dit. Tu as donné un peu le résumé des débats, mais on va revenir un peu en détail à ce qui s'est passé. Donc, tu l'as annoncé, Marc Dos Santos a été remercié par les dirigeants des Whitecaps de Vancouver. On s'entend que, bon, si on regarde les résultats de manière, sans avoir vu les matchs, sans avoir vu les progressions, sans avoir vu quoi que ce soit, on s'est dit, ben, c'est normal, ça fait 2 ans et demi qu'il est là, il n'a jamais réussi à qualifier les Whitecaps aux séries. On a eu des scores fleuves, ça a été très compliqué. Souvent, tactiquement, ça ne faisait pas trop de sens. Mais Marc Dos Santos a toujours eu la confiance de ses dirigeants. Et puis là, on regarde un peu, et si on regarde un peu froidement ce qui s'est passé, je regarde un peu le classement de la MLS, surtout dans l'Ouest, et on voit que les Whitecaps de Vancouver sont 10e, oui, bien évidemment. On sait que les 7 premières places, les 7 premières positions sont qualificatives pour les playoffs. Mais Vancouver est 10e, oui, mais juste à 3 points de cette 7e place. Oui, il y a d'autres équipes entre-temps, mais quand même. Et pas juste ça, on sent que Vancouver avait quand même le vent dans les voiles, comme on dit. Ils étaient sur une très, très bonne période où il y avait 8 matchs en MLS, 7 matchs en MLS, non, 8 matchs en MLS sans défaite, dont par exemple 2 victoires, une contre le LA Galaxy à domicile, une autre contre le LAFC à domicile, une victoire à l'extérieur contre Austin, qui est quand même une équipe d'expansion qui a quand même fait tomber de grosses équipes cette année, mais aussi des matchs nuls à LAFC, par exemple, à Los Angeles, un autre match nul aussi à Los Angeles contre le Galaxy, ou en Californie, un match nul à San Jose, et aussi un match nul face à une équipe qui est aussi sur une très bonne série, le Minnesota United. Il y a quand même eu de bons résultats du côté de Vancouver. C'est quand même surprenant de voir que Marc Dos Santos est remercié maintenant. Mais tu as parlé du moment et du point tournant de cette situation-là. C'est lors du championnat canadien. Les Whitecaps de Vancouver rencontrent une équipe de Première Ligue canadienne qui est supposément une ligue inférieure, qu'on le veuille ou non, beaucoup moins de moyens, et ainsi de suite. Puis les Whitecaps se font éliminer de l'édition 2021 du championnat canadien. Une défaite 4-3 face à Pacific FC, qui est quand même le leader de cette Première Ligue canadienne. Et là, on renvoie Marc Dos Santos. Est-ce que pour toi, juste de manière générale, avant que tu rentres dans le spécifique, Alexandre, est-ce que pour toi, c'est compréhensible, cette décision de la part des Whitecaps? Oh boy, c'est certainement une question qui est forte, qui est la question qui tue. Je dirais, ça dépend de quelle vision tu prends de la décision. Je pense long terme, c'était difficile de voir Marc Dos Santos continuer si ça soit à la fin de la saison. Il avait un contrat de 3 ans qui allait périmer à la fin de l'année. Alors, ça aurait été beaucoup plus facile à le congédier ou juste le laisser trouver une autre opportunité à la fin de l'année. Alors, je pense long terme, c'était quand même destiné à arriver à quelque chose de similaire à ceci dans les prochains 3 à 6 mois. C'est juste, ouais, comme tu as dit, le moment dans lequel ils sont,
Il vient juste de revenir de 1 an et demi à l'extérieur quasiment, à pas jouer chez eux. Ça faisait plus que environ 1 an qu'ils ont joué à BC Place. C'est plus que 500 jours depuis qu'ils ont joué devant une foule à BC Place, peu importe si c'était 50 ou 15 000. Alors, avec le moment qu'ils avaient, ils ont commencé à gagner des matchs. Ils ont finalement un numéro 10, Ryan Gauld, qui est il est incroyable déjà. Il a joué que 5 matchs. Il a été titulaire qu'une fois. À ce temps ici, qu'on parle, ça se peut ce soir dans le match qu'ils vont jouer, qui va ajouter à ses totals. Là, ça ne me surprendrait pas. Il a déjà 3 buts, ça aurait pu être 4. Il a deux passes, il a gagné un penalty. Il est en train de donner un peu de vie à cette équipe-là, mais je pense que la réalité de ce business-là, que comme les joueurs ont dit, Maxime Crépeau, il a dit ça lui-même parce que lui, il est très proche à Marc Dos Santos. Il le connaît pour plus que 12 ans et tu pouvais voir comment ça l'affecte. Mais comme il a dit, c'est le business. Il y a certains matchs comme coach que tu peux juste pas perdre. Et je pense perdre contre Cavalry en 2019, c'était une chose. Ils étaient quand même une équipe très désorganisée, les Whitecaps. Ils étaient dans un mauvais moment. Mais maintenant, ils sont supposés d'être une bonne équipe. Ils sont supposés d'être une équipe sur une montée. Et ce n'est pas seulement qu'ils ont perdu contre Pacific FC. Je pense dans certaines circonstances, tu perds 1-0. Pacific, ils ont un tir, tu as le ballon, tu as 10 tirs au but pendant le match. Tu domines le match. Ces résultats dans un scénario de un match, tu peux accepter ça. Mais c'est le fait que moi, j'étais là à ce match. J'étais chanceux de faire le voyage à Victoria. Pacific, ils ont dominé le match. Tu pouvais voir qu'ils avaient plus d'énergie, ils gagnaient les duels, ils avaient l'énergie de la foule. Chaque fois que les Whitecaps faisaient quelque chose, Pacific, ils revenaient de plus en plus fort. C'était une domination et je pense, de façon court terme, c'est un résultat qui ne peut pas se produire. Mais de juger la décision elle-même, je pense que c'est une décision très court terme et je pense que ça peut avoir des bénéfices et aussi des côtés négatifs. Mais ce que j'ai dit dans notre podcast hier, le Third Sub, avec mon co-host Sam, c'est que le dirigeant Axel Schuster, ce n'est pas une décision d'Axel Schuster. Lui, il aime les décisions long terme, des décisions 1, 2, 3 ans, et c'est vraiment une décision de maintenant. Alors, on peut vraiment voir que ça vient peut-être de en haut, plus en haut dans la structure des Whitecaps. Même beaucoup plus haut, comme tu le dis. Écoute, les Whitecaps étaient un peu reconnus, un peu à l'instar de Feu l'Impact de Montréal ou le CF Montréal. Ils étaient reconnus pour prendre des décisions un peu hâtives, un peu trop rapidement. Ça fait 2-3 ans que ça n'a pas été le cas en faisant confiance à Marc Dos Santos, même si les choses ne marchaient pas. Comment tu expliques ce revirement de situation aussi rapide, ce revirement drastique? Pourquoi pas l'avoir envoyé l'année passée? Pourquoi pas l'avoir envoyé il y a 2 ans? C'est pas comme s'il avait des résultats ou quoi que ce soit. Pourquoi avoir attendu ce moment-là? Tu as répondu un peu à la question, mais je veux comprendre si tu te mets dans la tête, si tu essaies de te mettre dans la tête de ces hauts dirigeants-là qui ont pris cette décision, pourquoi maintenant? Parce que c'est juste parce que c'est humiliant de perdre contre une équipe de ligue inférieure? Est-ce que c'est la pression des fans? Est-ce que c'est quoi exactement? Parce que pour une fois, Marc Dos Santos, depuis le début de la saison, et je suis allé à quelques conférences, pas de conférences de presse, mais j'ai écouté quelques conférences de presse, et ce que Marc Dos Santos a dit, depuis le début de la saison, il dit, on a besoin de ce fameux numéro 10. Il a enfin le fameux numéro 10, et tu l'as mentionné plus tôt avec Ryan Gauld. On a enfin des résultats du côté des Whitecaps de Vancouver. Donc, les dirigeants, moi, je regarde un peu les dirigeants. Marc Dos Santos demande quelque chose. Bravo, vous lui avez donné ce qu'il a demandé. Il est en train de produire, il est en train d'avoir des résultats, puis c'est quand il a des résultats que tu le fous dehors, ça fait un peu contradictoire par rapport à tout ce qu'on a vu de la part des hauts dirigeants, non? Ouais, je pense que pour moi, la façon encore, Crépeau, il a très bien parlé encore en parlant de tout ça. Il a dit de sa perspective, c'est juste, il y a des fois dans le football, il y a une goutte qui fait déborder le verre. Et je pense déjà pour Marc Dos Santos, le verre n'était pas plein. C'était pas comme si c'était genre, ils attendaient à n'importe quel moment. Je pense que le verre était quand même
moitié, puis c'était vraiment une grosse goutte perdre à Pacific FC de la perspective des dirigeants. Une inondation, hein, pas une Ouais, goutte, là. C'est ouais, vraiment une inondation. ouais, c'est tout. Ben, c'est ironique avec ouais, toutes les histoires de l'eau et puis les traversiers de la côte ouest, alors j'apprécie la référence. Mais je pense que c'est vraiment... Tu ne pouvais pas le faire après la première année, virer Marc Dos Santos. C'était impossible. Il a eu une année impossible. Je pense que lui-même, il avoue qu'il regrette ce qu'il a fait la première année, c'était de prendre tous les joueurs, de les renvoyer, de commencer À à plat. zéro. Ouais. Tu peux pas faire ça. Sûrement de sa perspective, c'était lui tout seul. Il n'avait pas de Axel Schuster en haut de lui comme directeur, directeur sportif. Ouais. Il n'avait pas un Nikos Overhull, par exemple, le directeur de recruter les joueurs comme ils ont maintenant. C'était Marc Dos Santos. Et puis, c'était les dirigeants. C'était lui, carrément, il a fait tout. C'est lui qui allait chercher le Freddie Montero, Joaquin Ardaiz, Hwang Inbom, tous ces joueurs qu'ils ont eu de cette fameuse première saison que tu regardes maintenant. Mon Dieu, que c'était une saison à oublier. Et puis après, finalement, en 2020, OK, il admet à la fin de 2019, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de quelqu'un qui l'aide. Ils l'ont donné à Axel Schuster. OK, cette deuxième année, ils ont finalement Axel Schuster, ils ont recruté des joueurs, OK, un Gianni Bikel, par exemple, Lucas Cavallini, un Christian Dahomey. Tu commences à avoir des joueurs un peu plus qui sont... qui peut être les Vancouver Whitecaps. Ils suivent une vision de l'équipe. Ouais. Et puis, à la pandémie. On peut ajouter aussi Ranko Veselinovic aussi. Ranko Veselinovic, exactement. Christian Gutiérrez même, ouais. on dit. Ils ont commencé à avoir une vision. Et puis, à la pandémie. Je pense que ça serait impossible de virer un entraîneur après l'année dernière quand il y avait tellement de... Cette manque de juste... C'est la première fois qu'on voit une équipe bouger à une nouvelle maison pour 6, 7, 8, 10 matchs sans foule. OK, ouais. Mais cette troisième saison, je pense que c'était vraiment... Petit clin d'œil à Atlanta United qui a renvoyé quand même Frank de Boer. Donc voilà, juste petit clin d'œil à Atlanta United. Excuse-moi, je te laisse continuer. Mais c'est impossible de renvoyer un entraîneur en pleine pandémie. Je vais ajouter, parenthèse, une équipe canadienne, je pense, parce que c'est les trois... Parce que l'année dernière, quand même, les équipes américaines, ils avaient déjà des foules dans les estrades. Ouais. Ils avaient une saison plus normale. Je pense que c'est plus du point d'équipe canadienne. Je pense qu'à cette époque-ci, Greg Vanney, Marc Dos Santos et Thierry Henry, ils étaient quand même, peu importe ce qui se passe, ils étaient tous... Ils étaient protégés dans leur rôle. Mais je pense que dans cette saison, c'est une saison normale. Oui, vous êtes... envoyé dans le cas de Montréal à Floride, Toronto aussi en Floride, Vancouver à Salt Lake. Mais c'est une saison de 34 matchs. Il y a des matchs chaque 3 à 6 jours. Il y a des pauses internationales. Il y a un mercato plus normal où tu peux recruter des joueurs. La seule chose qui était différente cette année, c'était où tu étais situé. L'année dernière, tout était bousillé. Le mercato, où tu étais, s'il y avait des foules dans les estrades ou non. Alors, je pense que c'était une saison normale, plus ou moins. Alors, je pense juste, cette année, la dernière année de contrat de Marc Dos Santos, dans son plan de 3 ans, il a dit il a besoin de faire les séries. Il veut gagner le championnat canadien ou au moins aller en finale ou en championnat canadien. S'il n'allait pas achever ces buts-là, il allait se faire virer quand même. Alors, je suis d'accord, c'est impatient qu'ils n'ont pas laissé au moins essayer d'aller aux séries parce que quand même, ils ont l'opportunité. Mais je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont quand même un très bon effectif et je pense même ils sont en bonne position, ils jouent bien, ils ont pas perdu en 8 matchs, 10 de leurs 11 derniers matchs, ils n'ont pas perdu. Ils n'ont que 3 victoires dans leurs 16 derniers matchs. Je pense avec l'effectif qu'ils ont, c'est quand même pas un record assez bon qu'il me semble. Avec, je pense, un peu cette série de matchs sans défaite, c'est un peu caché, ça cache le fait qu'ils ne gagnent pas au moment. Alors, je pense que c'est juste une combinaison de ces facteurs-là que les Whitecaps disent, OK, on n'est pas en train vraiment de gagner des matchs, on vient d'avoir une défaite historique. Je pense et je pense dernièrement, le point que j'ai ignoré jusqu'à maintenant, et c'est le point qui est le plus important dans tout ceci, c'est l'image de Marc Dos Santos. Ouais. Je pense qu'il est quand même, en termes de personne, il est très aimé. Moi,
personnellement, ça va me manquer de le voir à l'entraînement. Il est très gentil et tu peux voir qu'il est une bonne personne. Les joueurs les aiment, ils ont tous, comme le premier entraînement après qu'il était parti, ils étaient tous sombres, ils manquaient leur entraîneur. C'est pas comme si c'était un vestiaire qui était coupé en deux. C'était pas un vestiaire de drame, un peu à la Atlanta United, par exemple. C'est un coach qui est apprécié ici, mais je pense juste avec les résultats. Il y avait certains supporters qui vraiment commençaient à se faire frustrer que pas seulement qui gagnaient pas, qui jouaient pas du bon football. Même s'ils gagnaient, c'était un peu OK, la première moitié, ils vont vraiment jouer mauvais, puis à la fin, tu mets un Ryan Gauld, il te sauve. Ouais. Et je pense tactiquement, ça fait une grosse différence. Et je pense maintenant, les Whitecaps veulent avoir une nouvelle vision. Et je pense encore, de façon long terme, je suis d'accord avec ça, mais je pense pas que c'est le bon moment pour le faire, personnellement. Bah, écoute, après, tu as mentionné quelques petits points que j'ai adorés. En premier, tu as mentionné le terme objectif. L'objectif de Marc Dos Santos, et ce qui était bien avec Marc Dos Santos, c'est qu'il n'avait pas peur de dire quels sont mes objectifs cette année. Et tu l'as dit, son objectif au bout de 3 ans, c'était de se qualifier aux séries et aussi d'arriver en finale du championnat canadien. On s'entend quand tu perds contre Pacific FC dès le premier tour, ben, tu n'es pas en train d'atteindre ton objectif. Donc, je peux comprendre, sachant aussi que les dirigeants, comme je l'ai dit un peu plus tôt, lui ont exaucé tous ses vœux. Ils lui ont amené un numéro 10. Et tu l'as aussi dit, la deuxième chose, c'est que oui, c'est vrai qu'ils sont invaincus en 8 matchs en MLS, mais par contre, ils ont juste 3 victoires sur les 16 derniers matchs, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, ce qui est quand même très, très peu pour une équipe qui aspire à se qualifier aux séries. Oui, ils sont à 3 points. Et la raison pourquoi ils sont à 3 points, parce qu'on va en parler, c'est sûr, tout au long de cet épisode, c'est qu'en tout cas, la conférence Ouest, il faut dire que le niveau n'est pas très, très haut cette année. Bah, ils sont trop égaux, il y a trop de matchs nuls, c'est ça le problème. Exactement, et si tu regardes un peu le classement de la conférence Ouest, ben écoute, une équipe qui a 7 victoires, 6 matchs nuls et 7 défaites, ben, se retrouve en 6e position. C'est quand même bizarre. D'habitude, ce serait une équipe qui se bataillerait pour la 7e ou la 8e place. Là, elle monte jusqu'en 6e place. Ça veut dire qu'effectivement, on a comme l'impression il y a 3 locomotives en haut, peut-être 4. Et le reste sont bien en dessous. Et c'est ça qui fait en sorte que les Whitecaps sont encore en position confortable au sein de cette conférence Ouest. Mais continuons à parler un peu de Vancouver, si tu le permets, Alexandre. On va parler un peu du futur des Whitecaps. C'est quoi qui se passe maintenant? Est-ce qu'il y a des rumeurs qui commencent à sortir sur l'éventuel remplaçant de Marc Dos Santos? Est-ce qu'il va y avoir un entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison, selon toi? Ou est-ce qu'ils vont vouloir remplacer quelqu'un et ils veulent sauver cette saison-là? Parce que prendre une décision comme ça, en plein milieu de la lutte contre les séries, ça veut dire qu'ils ont des ambitions dès 2021, dès cette année. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe, et tu l'as mentionné, qui a quand même un effectif très intéressant, de bons attaquants, de bons défenseurs, de bons milieux de terrain. Il n'y a pas grand-chose qui manque à cette équipe d'avoir du succès, à part, bien évidemment, peut-être une certaine culture tactique ou une certaine exigence peut-être que Marc Dos Santos, parce qu'il était trop gentil. On ne sait pas. Et qu'est-ce que tu penses que sera l'avenir des Whitecaps de Vancouver sur le banc? C'est une très bonne question. Je pense pour commencer, on va commencer avec ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup d'incertains, il y a beaucoup d'inconnus. Pour commencer, ils ont un entraîneur intérim, Vanni Sartini, et je vais être honnête, ils sont dans des très bonnes mains avec lui en position intérimaire. Il était un assistant de Marc Dos Santos en 2019, et puis en 2020, l'année dernière, il a quitté le rôle d'assistant pour devenir genre un peu la tête de l'académie des Whitecaps, et il est aussi entraîneur de l'équipe U23 des Whitecaps. Alors, il est familier avec certains joueurs dans l'effectif, parmi Cameron Abibula, parmi eux. Et puis le reste, ils sont tous en prêt maintenant, les U23, mais ils connaissent quand même des joueurs. Il connaît Maxime Crépeau, il connaît des gens Eric Goodrow et des gens qu'il a travaillé avec en 2019. C'était intéressant, quand il était assistant, il était plus axé sur le côté défensif des Whitecaps. Et si tu regardes leur équipe maintenant, ils sont plus forts défensivement, je dirais, qu'offensivement. Ils ont quand même des moments comme ce match de Pacifique où ils laissent entrer 4 buts, ils laissent entrer des buts, mais ils sont quand même une équipe qui devrait avoir une fondation solide défensivement. Alors, je pense que pendant qu'il est là, ils vont défendre très bien. Je pense que le premier entraînement que j'ai vu,
Franchement, ça a été une des sessions plus intenses qu'on a vues depuis les dernières années. Alors, il semble être un bon entraîneur à pousser les joueurs. Alors, je pense qu'il est un bon entraîneur intérimaire. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que je ne pense pas qu'il va être là à long terme. Je pense, lui, j'ai eu la chance sur notre podcast. Je vais bien sûr la plugger si vous voulez apprendre plus sur lui. Épisode 83 du Third Sub, c'est en anglais, mais on a fait une entrevue avec Vanni Sartini avant qu'il prenne ce rôle, c'était en avril de cette année. Il a parlé de sa philosophie de coaching parce qu'avant, il était entraîneur des entraîneurs avec le US Soccer et puis il a entraîné en Italie. Il est un homme fascinant, il a beaucoup de connaissances, mais tu peux voir que sa passion, c'est le développement des jeunes. Et je pense que les Whitecaps veulent le garder là à long terme. Je pense que lui, il va rester là à long terme. Ils n'ont pas de remplaçants pour lui dans l'équipe U23. Alors, je pense le plan pour lui, c'est de rester un mois, de rendre l'équipe solide en attendant pour le prochain entraîneur et puis de le renvoyer pour faire son travail qu'il souhaite faire au U23 qui commence leur saison dans des semaines à venir. Je ne pense pas qu'il va manquer ça. Alors, de façon ça, ils sont dans des bonnes mains. Mais juste avec le timing de tout cela, c'est sûr que leur but, c'est de chercher quelqu'un immédiatement parce qu'il reste que 15 matchs dans la saison. C'est quand même beaucoup de matchs. Même si Vanni Sartini est en charge pour 3, 4, 5 matchs, c'est quand même 10 matchs pour un entraîneur. 30 points disponibles, la plupart à la maison à BC Place. C'est une position idéale pour un entraîneur. Moi, je suis curieux de voir à quel niveau d'entraîneur qui cherche. Est-ce que ça va être un assistant? Est-ce que ça va être un ancien head coach? Est-ce qu'ils vont un peu faire ce qu'Atlanta fait? Ils vont chercher un assistant déjà en position avec quelqu'un? Est-ce qu'ils vont chercher quelqu'un européen? Ils ont plein d'options pour cela, mais je pense que écoutant ce que Sartini a dit, écoutant ce que Schuster a dit, le plan, c'est de chercher quelqu'un dans le prochain mois, si possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que Schuster, il est quand même patient. Avec Ryan Gauld, ils cherchent un numéro 10 depuis mars. Ils ont eu des numéros 10 qu'ils auraient pu acheter avant mars, mais ils attendaient la cible parfaite et ils ont attendu 4, 5, 6 mois, même si les supporters commençaient à se fâcher, ils ont fait le bon choix. Et je pense que si dans un mois, le choix parfait n'est pas là, ils vont attendre, mais quand même, je pense que situation idéale, 4 semaines, ils vont faire quelque chose et puis un peu utiliser les derniers 10 matchs pour préparer pour essayer de faire la série, mais aussi utiliser ça comme une première avant-saison 2022. Je pense quand même la majorité de l'effectif va être là l'année prochaine. Je pense qu'il va y avoir que 3, 4, 5 changements. Ça ne va pas être un grand changement et les Gauld va rester. Les Cavallini va probablement rester, des gros joueurs va rester, les Dahomey. Il va y avoir quand même une équipe solide qui va rester là l'année prochaine et puis ils vont commencer à construire pour l'année prochaine. Mais je pense que dans les Whitecaps, ils envisagent bouger aussitôt possible dans les prochaines 4 semaines, je dirais. Oui, ben, ce serait en tout cas, il faut voir aussi, je suppose, les résultats de Vanni Sartini. Hein. Je me rappelle un peu, par exemple, du Real Salt Lake, par exemple, qui avait engagé Freddy Juarez comme l'entraîneur intérimaire. Il a tellement bien fait en 4-5 matchs qu'ils l'ont gardé là. Il vient tout juste de quitter ses fonctions il y a peut-être une semaine. C'est une autre nouvelle aussi en MLS, Freddy Juarez, qui quitte un peu à la surprise générale son poste d'entraîneur de Salt Lake, du Real Salt Lake, pour, selon les rumeurs, aller signer en tant qu'assistant du côté des Sounders de Seattle. Donc, tu quittes un poste d'entraîneur principal pour aller en tant qu'entraîneur assistant, un peu bizarre. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on revient aux Whitecaps. Donc, Sartini, si jamais il a de bons résultats, pourquoi pas qu'il devienne l'entraîneur principal si jamais il amène les bons résultats. Tu as mentionné du reste de la saison du côté de Vancouver, il y a 42 points en jeu pour Vancouver. Il y a 14 matchs qui restent, 8 matchs à domicile, 6 matchs à l'extérieur. Tu as mentionné un peu cet avantage-là qu'il y a. En tout cas, je pense que la plupart des équipes canadiennes, c'est le cas. En tout cas, Montréal, je sais que c'est le cas. Je n'ai pas vu la cédule de Toronto pour savoir si c'est le cas aussi. Mais c'est intéressant parce que les Whitecaps sont quand même, tu nous parles de l'année prochaine, c'est important, mais je pense que dès cette année, les Whitecaps peuvent arriver à se qualifier pour les séries, sachant, comme on l'a dit plus tôt, que la lutte est quand même ouverte. Ben, je vais aussi ajouter, ils n'ont plus de championnat canadien à s'inquiéter. Voilà. Parce qu'en plus, leur horaire de championnat canadien, je pense que
s'ils ont gagné le match, ils auraient dû voyager à Calgary. Et c'est pas loin voyager à Calgary, mais c'est juste des trucs de supplémentaires à ajouter à un horaire déjà très condensé. Quand même, si tu veux regarder le côté positif d'une défaite contre Pacific FC, il n'y a pas vraiment beaucoup. Je pense que c'est la seule, mais ça libère un peu leur horaire. Tu n'as pas besoin d'inquiéter de OK, on va avoir des joueurs dans cette compétition, ceci. Non, tu peux concentrer seulement sur la MLS. Et je pense que quand même, peu importe l'entraîneur, si c'est Vanni Sartini, si c'est un nouveau, peu importe si c'est, la porte est ouverte aux séries. Je pense qu'ils sont 3 points derrière San Jose. Avec un match de plus qu'ils vont jouer ce soir, le jour de l'enregistrement contre Salt Lake. Un match qui peut gagner. En plus, tu regardes les matchs qu'ils jouent, c'est contre beaucoup d'équipes proches à eux dans c'est des matchs à 6 points, comme on les appelle. On les appelle des matchs à 6 points. Et avec beaucoup, ce qu'ils ont fait, ce qui est bon avec tous les matchs nuls qu'ils ont fait, ça te garde dans la lutte jusqu'à la fin. Alors, je pense que s'ils continuent à faire ce qu'ils ont fait lors de leur premier match à BC Place, je pense que il peut facilement faire les séries. Je pense que joueurs comme Ryan Gauld, c'est le type de joueur qui peut faire une équipe rêver déjà de ce qu'on a vu avec lui. Il est déjà impliqué en 6 points de MLS. Il a joué même pas 120 minutes de MLS, spécifiquement en enlevant le championnat canadien dans lequel il a joué 90 minutes. Il a joué que 120 minutes en MLS. Il est déjà impliqué directement à 6 points des Whitecaps parce que deux fois, il est rentré au match à la mi-temps. Il perdait 1-0. 2 fois, il a fait la remontée complètement à lui seul. Je pense que c'est le type de joueur qui peut faire une équipe rêver. Alors, je pense que dans les Whitecaps, si tu regardes MLS, tu regardes leur effectif, tu regardes Ryan Gauld, tu regardes autrement que Ryan Gauld. Je veux dire, Christian Dahomey, les gens ne parlent pas assez de comment il a bien joué à ce point-ci dans la saison. 8 buts, top 10 dans la MLS, 9 buts en toutes les compétitions, 4 passes toutes les compétitions. Il joue quasiment comme un étoile de MLS, mais ils l'ont ignoré, bien sûr, parce qu'il n'est pas jeune, il n'a pas peut-être le marketing qu'un Cade Cowell ou un autre joueur, par exemple. Tu regardes autrement, tu as Maxime Crépeau dans les buts, un des meilleurs gardiens de la MLS. Quand Cavallini est de retour, il peut être un bon numéro 9. Il a finalement un numéro 10 derrière lui. Ils ont des bons joueurs autrement, juste que ces joueurs-là. Mais ça, c'est juste les joueurs de profil, les joueurs qu'on connaît. Et puis, il y en a plus. Il y a des Gutierrez, des Javane Brown qui semblent être, franchement, la recrue de l'année de la Super Draft. Personne aussi parle de ça. Ils l'ont repêché 23e. Il est en train de jouer plus que les premiers, deuxième, troisième, quatrième choix. Il y a les Ranko Veselinovic qui est en train d'avoir une superbe saison après une saison 2020 qui n'était pas du tout bon. Il y a Daniel Beckel, il y a d'autres. Alors, je pense que cette équipe, ils ont tous les atouts pour être une équipe qui, au minimum, finit 7e ou 6e dans le classement cette année. Alors, ça va être intéressant de voir si ce changement d'entraîneur permet à accéder à ce but ou si ça va un peu empêcher leur progrès qu'ils ont fait jusqu'à ce moment-ci. Oui, effectivement. Et tu as mentionné, en fait, ce match qui va se jouer ce soir. On est dimanche, il est à peu près 4h15. Le match se joue aux alentours de 10h, heure de l'Est. Ce match qui va se jouer le soir contre le Real Salt Lake. Le Real Salt Lake est maintenant 6e avec 4 points de plus que les Whitecaps. Donc, si les Whitecaps s'imposent à domicile face au Real Salt Lake, ils ne sont plus qu'à 1 point du Real. C'est quand même intéressant. Bonne position pour les Whitecaps. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre cette équipe de Vancouver dans les prochaines semaines, voir s'ils vont être capables d'atteindre enfin cet objectif-là de se qualifier aux séries. Suivre aussi, voir qui va être l'entraîneur, le prochain entraîneur, ou est-ce qu'on va faire confiance à l'entraîneur intérimaire, quand même assez intéressant pour voir si jamais il va pouvoir faire un peu son trou avec l'opportunité qu'il a d'entraîner cette première équipe. Donc voilà pour les Whitecaps, mais je veux parler d'autres sujets. On a 2 équipes à l'Ouest aussi. C'est pour ça que je fais appel à toi, Alexandre. Tu es beaucoup plus expert du côté de l'Ouest, moi un peu plus dans l'Est, même si on regarde tous les deux conférences. J'aimerais parler des 2 équipes, des 2 franchises de Los Angeles. Donc, on va commencer par la première parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine similitude avec les Whitecaps, en tout cas dans le moment présent, même si les Whitecaps
Caps était en train de sortir de l'abîme, on voit cette équipe de LAFC descendre en plein milieu, aller de pire en pire dans sa manière de jouer et dans sa manière d'essayer d'avoir des résultats. Ça va très, très mal du côté de LAFC. Personne ne s'attendait à une saison pareille du côté de LAFC ou bien du côté de la MLS au complet. La plupart du monde disait que c'était l'année ou jamais pour LAFC de remporter le championnat au complet, la MLS Cup. LAFC se retrouve 9e de la conférence Ouest avec 6 victoires, 6 matchs nuls et 9 défaites. 28 buts marqués, 31 buts encaissés, une différence de but de moins 3, 24 points. OK, ils sont encore dans la lutte pour une série aux playoffs. Mais quand tu as un Carlos Vela, quand tu as un Diego Rossi, quand tu as un Eduardo Atuesta, quand tu as un Marc-Anthony Kaye que tu as laissé partir pour une raison que j'ignore, c'est où qu'il est le problème du côté de LAFC, Alexandre, selon toi? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe du côté de cette franchise. Dans ma tête, immédiatement, je pense à 4 facteurs et puis je vais les lister. Premièrement, leur défense. Je pense que c'était un problème l'année passée. Je pense l'année même précédente qu'ils ont gagné. Ouais. Je pense depuis 2019, quand ils ont gagné la Supporter Shield, quand ils ont dominé tout le monde, ce qu'ils avaient à l'époque, une défense. Eddie Segura, Walker Zimmerman, Tyler Miller, ils étaient impénétrables. Même ils ont gagné, il faut pas oublier qu'ils ont gagné ce Supporter Shield avec Jordan Harvey et Steven Beitashour, ils sont pas les joueurs qui sont il y a 5-10 ans. Mais c'était vraiment, ça montrait le niveau de leur défense. Carlos Vela, il marquait tout ce qu'il pouvait, Diego Rossi, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis ces années-là? Ils ont renvoyé Walker Zimmerman pour beaucoup de l'argent. De façon, d'une coïncidence ou une autre, Walker Zimmerman est à Nashville. Maintenant, Nashville a une des meilleures défenses de la Ligue. C'est pas vraiment une coïncidence. Il ne voulait pas le payer. Et pour moi, c'est un des pires moves de l'histoire de la Ligue. C'est simple que ça. C'est sûr. C'est pas normal de te débarrasser de quelqu'un comme Walker Zimmerman. Genre, moi, dès qu'ils ont fait ça, j'étais là, OK, il va y avoir un problème. Et tu mentionnes cette défense centrale-là. Depuis ce moment-là, Eddie Segura s'est blessé à un moment donné. Puis il n'y a personne d'autre. Ouais, et puis Eddie Segura, cette année, c'était le seul vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Il est blessé de genou. On ne va plus le revoir cette année. Ils sont en train de jouer, par exemple, un joueur, par exemple, que j'aime quand même de ce que j'ai vu, et je pense que c'est quelqu'un à surveiller. Mais il faudrait, pour une équipe qui veut achever les séries, le fait qu'il joue, par exemple, un joueur comme le défenseur central de 19 ans, Mamadou Fall, qui est en train de faire ses débuts en jeu professionnel, pas en MLS, en jeu professionnel. Il n'a pas joué USL, joué à d'autres niveaux. Ça montre un peu, c'est pas des choses que tu fais si tu veux être une défense qui gagne un trophée, la Coupe MLS cette année. Je te dis, dans 3-4 ans, je pense que Mamadou Fall va peut-être être un des meilleurs défenseurs de la MLS, par exemple. Mais ça montre juste le niveau de la défense, que dans 2 ans, tu vas d'un Walker Zimmerman, un Eddie Segura à un Mamadou Fall et les autres qu'ils ont parmi... Murillo, qui est un bon défenseur central, mais rien de plus. Hein. C'est pas Segura. Et puis aussi ajouter à ça, le fait qu'ils ont renvoyé Tyler Miller, c'était... encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé à Minnesota. Qu'est-ce qui est passé? Minnesota est devenu une des meilleures équipes défensives parce qu'il est un bon gardien. C'est la raison. Dane Sinclair, bien sûr, pour quelques mois l'année dernière et le début de cette année, c'était le gars, mais autrement, c'est Tyler Miller. Il a quand même donné de la stabilité à la défense. Alors pour moi, le premier point, c'est ce qu'ils ont fait défensivement. Hein. Et ajoutant un peu le deuxième point, ça relie avec ce qu'on a dit avec Zimmerman et aussi avec Miller. C'est des décisions qui ne font aucun sens. Et je pense qu'on va ajouter Marc-Anthony Kaye aussi. Envoyer Marc-Anthony Kaye, peu importe si les supporters commençaient à un peu être difficiles sur lui, même s'il ne jouait pas, même au niveau qu'il jouait il y a 2-3 ans, personne sur l'équipe jouait à 2-3 ans, même pas Carlos Vela jouait au niveau d'il y a 2-3 ans. Ce n'est pas le problème de Marc-Anthony Kaye, c'est aucune coïncidence depuis qu'il est allé à Colorado. Ils sont un des meilleures équipes. Il explose à Colorado. Il est un des meilleurs joueurs en MLS et c'est vraiment des décisions comme ça. Ils ont renvoyé des joueurs qui étaient trop importants à eux parce que oui, les Carlos Vela, les Diego Rossi, les Eduardo Atuesta, ils les ont gardés, les Latif Blessing. Mais ce qu'ils oublient,
qui donne le ballon à Carlos Vela? C'est un Marc-Anthony Kaye qui garde les blanchissages pour que Carlos Vela et Diego Rossi puissent faire la différence. C'était pas Eddie Segura, mais c'était Walker Zimmerman et Tyler Miller. Et ils ont envoyé des joueurs de fondation qui étaient beaucoup plus importants qu'ils réalisaient. Parce que moi, je le disais à l'époque, je disais Marc-Anthony Kaye, il n'est pas connu peut-être comme Edward Atuesta, il n'est pas visible comme Latif Blessing, mais pour moi, il était le milieu plus important de LAFC. Et tu peux voir ça maintenant qu'il n'est plus là. Walker Zimmerman, même chose en défense. Et pour ajouter mon troisième point, ils n'ont pas de numéro 9. Oui, ils ont Carlos Vela et Diego Rossi, mais depuis en 2019, ils avaient Diomande. Et puis depuis, il a eu ces problèmes. Je comprends pourquoi ils n'auraient pas pu le reprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose de fantastique. Ils ont pris Bradley Wright Phillips. Il était excellent l'année dernière. Il a marqué quoi? 8 buts, il a 36 ans. Ils auraient pu le garder. Ils l'ont laissé passer à Columbus. Ils ont plus le numéro 9. Et tu peux le voir ça cette année. Ils essaient chaque fois soit mettre Carlos Vela comme numéro 9 ou ils mettent Arango, le nouveau, qu'ils ont mis à numéro 9. Mais franchement, de ce que j'ai vu de lui à ce moment, il a beaucoup plus à montrer, je suis sûr, mais ce n'est pas vraiment inspirant. Ils auraient dû acheter un numéro 9 parce qu'ils oublient que Diego Rossi et Carlos Vela, oui, ils sont les deux derniers gagnants de souliers d'or en MLS, mais ce qui fait, la raison pourquoi ils avaient du succès, c'était les passes de Marc-Anthony Kaye, Latif Blessing et Edward Atuesta, mais c'était qu'il y avait un numéro 9 dans lequel ils pouvaient jouer à côté. Et même si Diomande ne marquait pas, il ouvrait de l'espace pour Carlos Vela et Diego Rossi. Il retirait des défenseurs. Et je pense que cette absence de ceci, ça montre grandement. Et je pense mon quatrième et dernier point, franchement, il faut l'admettre, ils ont aussi beaucoup de malchance. Je pense qu'avec les 3 premiers points, beaucoup de leur malchance, c'est de leur faute. Oui, avec plus de Walker Zimmerman, ils ont mis trop de dépendance sur un Eddie Segura et quand il se blesse, ça peut voir ce que ça a fait. Et puis, il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais quand même, si tu regardes les statistiques, ils sont une des meilleures équipes en termes de créer des chances, de marquer des chances. Et malgré avoir Carlos Vela et Diego Rossi, même s'ils ont quand même un bon nombre de buts cette année, ils ne marquent pas au même niveau qu'ils marquaient avant. Non. Ils ont quand même une malchance, même défensivement. Ils ne sont pas si pires défensivement qu'ils montent, mais pour eux, les demi-chances qu'ils laissent entrer, ils perdent. Pour moi, le meilleur exemple, c'est le match des Whitecaps, le dernier match des Whitecaps avant qu'on s'est parlé ici en MLS. Qu'est-ce qui s'est passé? LAFC, ils ont dominé. Ils ont créé plus que 15 tirs. Ils avaient beaucoup de chances de haute qualité. Les Whitecaps avaient presque rien. Les Whitecaps ont gagné 2-1 en 2 moments de génie. Et je pense qu'avec LAFC, ils n'ont pas cette chance cette année. Mais pour moi, avec comment ils ont dirigé avec les 3 premiers facteurs que j'ai mentionnés, la malchance arrive quand tu fais des mauvaises décisions et je pense que leur mauvaise décision a mené à toute cette malchance, cette malédiction, tout ce qu'ils sont en train de vivre maintenant comme équipe. Ben, je suis d'accord avec toi, beaucoup de problèmes dans la construction de l'effectif, plusieurs décisions, plusieurs mauvaises décisions l'une à la suite de l'autre. J'aime bien tes quatre 4 points que tu as mentionnés. Bon, après, Tyler Miller, je trouve aussi qu'il a fait plusieurs bourdes aussi au moment où il était là. Il a perdu sa place à Minnesota, mais ça reste, comme tu as raison, ça reste un bon gardien qui n'avait pas coûté très, très cher. De ce que moi, j'avais compris, il demandait un plus grand salaire. Malheureusement, LAFC ne voulait pas donner ce plus grand salaire-là. On a comme l'impression que LAFC n'a pas de problème à mettre de l'argent, mais juste sur des joueurs offensifs. Il ne veut pas mettre de l'argent sur des joueurs défensifs. Ils ont fait ça avec Tyler Miller. Même chose pour Walker Zimmerman. Ils voulaient plus d'argent. Ils ont refusé de le faire. Ils l'ont envoyé ailleurs. Même avec Kaye aussi, ils voulaient plus d'argent. Même avec Marc-Anthony Kaye, ce n'est pas quelqu'un qui va te marquer 10 buts l'année, mais c'est celui, comme tu as dit, qui est là, pas pour donner les passes décisives, qui est là donné pour l'avant-passe décisive. Donc, les passes d'avant, donc pour construire le jeu, pour faire marcher le jeu, pour débloquer, pour rajouter de la fluidité, c'est Marc-Anthony Kaye. Arrivé à un moment, quand tu veux juste mettre 3 attaquants ou juste des joueurs qui vont venir, derrière, ça ne va pas suivre. Et c'est effectivement ce qu'on a vu. Ils ont essayé un Kenneth Bernier, ça a été le fiasco total. Ils ont essayé Cisnega dans les buts, ça a été le fiasco total. Ils ont maintenant le jeune Romero qui est là, mais il est jeune, il ne peut pas faire grand-chose. Tu as parlé de Fall aussi, Mamadou Fall en tant que défenseur central. C'est très bien, il est jeune, sauf qu'il n'est pas prêt. Murillo, c'est peut-être un bon joueur. Il y a le Sud-Coréen Kim qui est là et
il essaie de s'adapter aux États-Unis. On s'entend, il vient d'Asie, il n'a aucune idée c'est quoi. Il est tout jeune, il a aussi 20-21 ans, 22 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, c'est difficile de construire quelque chose avec autant d'inconnus dans le secteur défensif. Moi, ma question pour toi, Alexandre, elle est encore une question difficile. Et c'est ça le but. Je veux te mettre dans des questions difficiles et dans des situations difficiles parce que je pense qu'il est temps de se poser la question jusqu'à quand on va accepter et donner une certaine protection à Bob Bradley. LAFC, c'est une équipe qui a dépensé des tonnes d'argent pour être une des meilleures équipes en MLS. Ils sont arrivés, comme on en a parlé, le Supporter Shields, et depuis, on a comme l'impression qu'on est dans une chute aux enfers. L'année passée, ça n'a pas été bon, pas, en tout cas à la hauteur des attentes. On se disait l'année passée, ils vont gagner, c'est fini, c'est leur année. Cette année aussi, on s'est dit, c'est pas normal, c'est leur année. Tout se passe bien. Oui, OK, ils ont perdu des joueurs, mais ils se sont renforcés. Ils avaient ramené 3 nouveaux défenseurs. Bon, tu as parlé de la malchance, mais arrivé à un moment, quand ça fait 2 ans de malchance, est-ce que c'est arrivé à un moment où il faut penser à remercier la légende du soccer nord-américain, en fait, du soccer américain, Bob Bradley, qui a déjà remporté la MLS Cup, déjà sélectionneur d'équipe nationale et ainsi de suite. Est-ce que pour toi, c'est le temps de se poser la question ou non, il a encore le droit à une sorte de latitude du côté de LAFC? C'est une bonne question parce que je ne connais pas de façon précise la structure du club. Alors, si c'est Bob Bradley qui a viré Zimmerman, si c'est Bob Bradley qui a viré Miller et Kay, je pense que oui, LAFC doit le virer parce que c'est des décisions qui sont vraiment pas acceptables. Mais je pense franchement, connaissant le système de Bob Bradley, je pense qu'il connaît, il y a une raison qu'il a sorti un Marc-Anthony Kaye de la USL, il y a une raison pourquoi il a acheté Walker Zimmerman de Dallas, il y a une raison pourquoi il a cherché sur tous ses joueurs. Il me semble que peut-être il y a un conflit entre Bob Bradley et les dirigeants en haut, que franchement, peut-être si je suis Bob Bradley, moi, je veux quitter et chercher peut-être un nouveau club qui te supporte un peu plus parce qu'on parle de tous ces joueurs qui sont partis. Ils enlèvent de façon ou d'une autre, il a perdu tous les joueurs importants à son système. Alors, même si son système ne marche pas, c'est comme tu as une voiture et tu enlèves la roue et puis elle ne conduit plus. C'est un peu comme ta voiture n'a pas de roue. C'est exactement ce qui se passe. Ouais. Alors, est-ce que c'est Bob Bradley qui a enlevé la roue? Est-ce que c'est les dirigeants de LFC qui lui ont enlevé la roue? Mais même si ce n'est pas lui, Alexandre, elle est là ma question. Même si ce n'est pas lui, arrivé à un moment, lui, son travail, c'est de livrer la marchandise. Oh non, c'est sûr. Donc, soit tu vas devoir envoyer ceux qui sont au-dessus de lui, soit tu vas devoir le renvoyer à lui, mais il y a quelque chose qui doit se faire du côté de la LAFC parce que c'est pas normal d'avoir, on s'entend, un des meilleurs attaquants de l'histoire de la MLS avec Carlos Vela, un des meilleurs espoirs de l'histoire de la MLS avec Diego Rossi, d'avoir un très bon milieu défensif avec Victor Atuesta, d'avoir eu assez de joueurs qui étaient de bon niveau et de bon calibre. On a parlé des Zimmerman, des Miller et ainsi de suite, de bons joueurs, et de ne pas avoir encore remporté une coupe. C'est pas normal. À un moment donné, il y a des têtes qui doivent sauter, non? Oh non, c'est sûr. Alors pour moi, je juge ça de 2 perspectives. La perspective de LAFC, je pense que étant vu les décisions qu'ils ont faites dans le passé, oui, il peut virer je pense qu'il veut virer Bob Bradley. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire à la fin de la saison s'il rate les séries. Mais aussi, ce que je dis, c'est du perspective de Bob Bradley. Je pense que si je suis lui, je quitte aussi parce que je ne pense pas qu'il est nécessairement dans une situation qui est bénéfice. Et je pense que ouais, pour répondre directement à la question, je pense que son temps, s'il rate les séries, c'est fini. Et s'il rentre dans les séries, il doit gagner la trophée. Même s'il finit 7e, il doit passer par l'équipe de 2e place, puis il doit passer par Seattle et Kansas et gagner face à New England. Il doit gagner On s'entend, Alexandre. Si je comprends bien, si jamais Bob Bradley ne fait pas les séries, il est out. Si jamais Bob Bradley n'arrive pas au minimum en finale de conférence, donc en demi-finale de la MLS Cup, il est out. Non, il est out. Mais ce que je vais ajouter à ça, je pense que si tu es Bob Bradley,
t'es pas fâché avec ça. Je pense, Non, étant vu tout ce qu'il a vécu à Los Angeles, je pense que c'est un peu un cas où le mariage entre les deux côtés, je pense pas qu'il est en bon état. Et je pense que si tu es Bob Bradley, tu sors et tu peux aller. Par exemple, imagine s'il va à Toronto qui cherche un club, j'ai vu certains mentionner ça, il peut aller entraîner son fils, un très grand club qui, je suis sûr, étant vu ce qu'ils ont fait, peut lui acheter les défenseurs, peut lui acheter ce qu'il veut. Peut-être il veut faire ça. Alors, je pense de la perspective de Bob Bradley, il veut quitter. Je pense de la perspective de LAFC, je pense qu'il pense à ça. Et de là, ça va être très curieux de voir qui avait raison à la fin. Parce que si Bob Bradley part et LFC explose complètement en 2021, OK, on va réaliser que c'était vraiment Bob Bradley qui était le génie qui gardait tout malgré. Et on était peut-être genre un peu prémature, mais si Bob Bradley part et il redevient à l'AFC de 2019, peut-être on va réaliser, OK, c'était Bob Bradley, il était un peu trop vieux, il a dépassé sa limite. Alors, je pense que, ouais, Bob Bradley, il est fini à LAFC, mais je pense que son départ va montrer vraiment ce qui se passe de façon positive ou négative à ce club, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et je pense que les gens ne parlent pas assez de ça parce que LAFC sont toujours en train de mettre la foule dans l'estrade. C'est toujours une bonne atmosphère. Ils ont toujours Carlos Vela. Il vient juste d'être hôte du match de l'Étoile. Mais comme tu as dit, ils ne sont pas dans une place de série. Ils viennent d'avoir tous ces défaites. On réalise qu'il y a un problème vraiment. On va voir ce qui est la racine de ce problème. J'ai envie aussi de savoir quelle est la racine de ce problème. Après, tu as mentionné quelque chose, la rumeur qui envoie Bob Bradley à Toronto, ce serait quand même fou. Fou pour le Canada au complet. Hein. L'ancien entraîneur de la sélection nationale américaine qui vient entraîner au Canada. Avec son fils qui est capitaine de l'équipe. Qui est capitaine. Donc, ce serait quand même une grosse histoire, en tout cas au Canada, ça c'est sûr. Et en MLS au complet, sachant que Toronto a été longtemps au sommet de la MLS. Maintenant, ils sont au sommet, mais d'en bas. Donc voilà, ça c'est pour LAFC. J'ai hâte de voir la suite du côté de LA. En parlant de la deuxième franchise de LA, le Galaxy de Los Angeles. Écoute, on a comme l'impression que c'est une saison du renouveau pour le Galaxy de Los Angeles. Ils ont signé Greg Vanney, que tu as mentionné à 2 reprises déjà depuis le début de ce pod. Un très, très bon entraîneur américain, bien évidemment, qui a fait les beaux jours de Toronto FC. On a aussi parlé de Toronto. Il a très, 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 très bien commencé la saison. Et dernièrement, on a comme l'impression qu'il commence à avoir quelques petits problèmes du côté du Galaxy de Los Angeles. On voit par exemple le Galaxy qui n'arrive pas à s'imposer face à tes fameux Whitecaps. Le Galaxy, bon, il va aller s'imposer à Minnesota, oui, sur le score de 1-0, mais après, à domicile, il perd contre Colorado, qui est quand même une énorme équipe. Juste après, une autre défaite à domicile lors du Cali Classico contre San Jose, les Earthquakes de San Jose, sur le score de 2-1. Puis là, lors du El Trafico, donc contre LAFC, un 3-3. Est-ce que tu sens que on a comme l'impression d'habitude quand il y a un nouveau coach, qu'il y a un nouveau début, donc il y a une motivation supplémentaire. Est-ce que tu penses que l'effet nouveauté commence à disparaître? Et là, on voit un peu que le LA Galaxy n'est pas à ce niveau-là. Il n'est pas encore arrivé au niveau des Seattle, des Sporting Kansas City qui sont en train de survoler un peu cette ligue-là actuellement, ou en tout cas la conférence de l'Ouest actuellement. Est-ce que là, on commence à voir la différence entre la franchise du Galaxy et le top du top dans l'Ouest, ou est-ce que tu penses que c'est juste un petit obstacle, puis le Galaxy va reprendre un peu, puis de nouveau venir se battre face aux plus grands? Pour moi, c'est simple. Je pense qu'ils n'ont pas un effectif assez profond à ce moment. Je pense qu'ils ont un entraîneur fantastique. Je pense que leurs joueurs, ils sont tous super bons, leurs titulaires. Mais je pense que tu vois maintenant, des blessures. Chicharito, on ne l'a pas vu depuis des mois avec ses blessures. Ça, c'est toujours une grande perte, la façon qu'il jouait le début de la saison. Pour moi, une absence, je pense, depuis qu'il est quitté, ils ont vraiment eu des problèmes. C'est Sega Coulibaly, le défenseur central, qui était fantastique lorsque je l'ai vu de plusieurs occasions. Et puis, depuis environ un mois maintenant, il est blessé. Tu peux voir vraiment ça affecte leur défense. Et c'est vraiment, il y avait juste des trous. Ils n'étaient pas prêts
à soutenir certaines blessures. Je pense qu'avec Chicharito, ça aide beaucoup qu'ils ont acheté Jovel Ejic, qui a marqué 2 buts, je pense, lors du El Tráfico, et puis ça montre qu'ils ont finalement un remplaçant pour Chicharito, et ça va être bien de voir les deux jouer ensemble. Mais ils ont vraiment une bonne équipe qui n'a pas beaucoup de profondeur. Même si tu regardes le milieu de terrain, ils ont des bons milieux de terrain. Raveloson, Leggett, De Santos. Ça, c'est un trio fantastique. Mais après ça, il y a Sacha Kljestan et Victor Vasquez qui sont... Cette année, ils jouent fantastique, mais ils ne sont pas si jeunes qu'ils étaient avant. Leurs jambes sont un peu plus vieilles. Puis après ça, il n'y a rien. C'est vraiment... Un ou deux blessures, ils sont vraiment déjà au fond du milieu de terrain. Même chose en avant avec Chicharito et maintenant Joveljic. Sur l'aile, il y a Cabral, Grandsir, Alvarez et puis c'est tout. Tu regardes dans la défense, qu'est-ce qu'ils ont après Araujo s'il se blesse en arrière droite? Qu'est-ce qu'ils ont à la gauche? En goal, ils sont quand même assez profonds avec Klinsmann et Bond. Les deux, ils commencent à jouer bien, mais c'est vraiment... À gauche aussi, ils sont bien. Ils ont Villafaña, ils ont Acosta, puis ils ont Hamalainen qui oui, aussi. Donc, il y a un peu de profondeur, mais je suis complètement d'accord avec toi. En défense centrale, je parle tout le temps de Nick Dupuis, ancien attaquant qui a été reconverti en tant que défenseur central. C'est pas un mauvais joueur, mais on est très, très loin du niveau. À droite, tu as parlé de Julian Araujo. Derrière, tu as O'Neill Fisher, qui est quand même un bon joueur, mais c'est pas non plus la crème de la crème. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il y a un gros manque de profondeur du côté du Galaxy de Los Angeles. Puis sachant qu'à cause de la pandémie, la saison a commencé un peu plus tard, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus, le calendrier est beaucoup plus chargé, bien évidemment. Donc, je suis complètement d'accord avec toi et c'est peut-être ça qui manque du côté de Los Angeles. Mais parlons un peu de cette filiale française du côté du Galaxy de Los Angeles. Tu as parlé un peu plus tôt de Sega Koulibaly, qui malheureusement s'est blessé maintenant. Tu en as parlé, le Sénégalais malien et français. Mais il y en a plein d'autres. Tu as parlé aussi de Raveloson, qui pour toi fait partie d'un des meilleurs milieux de la MLS maintenant, du côté du Galaxy. On peut parler aussi de Kevin Cabral, tu l'as mentionné un peu plus tôt, ou de Samuel Grandsir. Parle-moi de ces 4 joueurs-là. Est-ce que tu penses que ces 4 joueurs-là peuvent être dominants à MLS ou pour toi, c'est des joueurs de rotation? Je pense qu'ils sont chacun des très bons joueurs, ces 4-là. Commençant avec Koulibaly, défenseur très solide. Il a un peu la taille de MLS, il a la physique de MLS, mais il amène un peu ses qualités européennes. Et je pense que c'est très bien pour le système de Greg Vanney. Ce que j'admire du système de Greg Vanney, c'est qu'il a beaucoup de techniciens. Par exemple, un joueur que j'utilise comme exemple, c'est Victor Vasquez, sa qualité technique, il n'y a pas beaucoup de joueurs en MLS qui jouent comme ça. Et puis, Greg Vanney, il aime les techniciens. Sega Koulibaly, c'est un exemple de ça. Il a un mélange très unique. Tu le vois, tu penses à un défenseur typique américain de MLS, mais il peut jouer avec le ballon. Je pense que c'est le type de leader que tu peux construire avec en arrière. Peut-être qu'ils doivent acheter un autre pour être à côté de lui en défense ou juste parce que certaines de leurs options sont quand même pas ils n'ont pas des autres options consistantes. Par exemple, Giancarlo Gonzalez, c'est vraiment pas fiable à cette étape. Gonzalez. C'est fini. À cette étape de sa carrière. Nick Dupuis, comme tu dis. Mais je pense que Koulibaly peut vraiment être un numéro 1 en MLS. Pour Raveloson, je pense que oui, il peut être un très bon numéro 6 en MLS. Je pense que quand même, il peut être très aventurier. Ce qui veut dire il aime vraiment les buts, ce qui est bien parce qu'il a déjà 3 ou 4 buts d'une position profonde, mais c'est dangereux juste pour les contres. Et je me demande peut-être s'il serait en bonne position de chercher un milieu plus défensif pour un peu les mettre dans un double pivot, juste parce qu'avec lui et Jonathan Dos Santos, ils sont tous ils ont tous les deux les instincts plus offensifs malgré qu'ils jouent dans un double pivot. Mais je pense techniquement, Raveloson, il peut être vraiment un bon numéro 6, mais avec un accès plus offensif. Et puis Cabral et Grandsir, pour moi, ils sont les deux plus intéressants parce qu'ils sont vraiment inconsistants comme elle. Il y a des matchs que je les ai regardés, ils sont excellents, ils sont dominants, ils sont rapides, ils sont techniques, ils tirent le ballon, les défenseurs, ils ont carrément des maux de tête en train de les défendre, mais il y a des jours où, avec une bonne défense, tu ne les vois pas. Et c'est vraiment c'est cette différence-là qui peut vraiment rendre un joueur
je pense en MLS, ce qui distingue, c'est les joueurs qui sont très bons, ils ne sont pas seulement bons, mais ils sont consistants. Ouais. Ils réussissent à s'imposer dans un match. Et je pense un exemple que Cabral et Gracia devraient suivre, je vais le dire parce qu'il est proche à moi, c'est Dahomey. Je pense pour lui, ce que j'admire avec lui parmi les alliés, il est vraiment consistant. Même s'il ne marque pas, il joue bien. Et je pense qu'il y a d'autres alliés qui ont ce profil-là. À ce moment-ci, Gracia et Cabral, ils n'ont pas ça. Alors, je pense que dans le meilleur match, il peut être des stars, mais dans leur mauvais match, il peut être niveau USL. Et je pense trouver cet équilibre, en fait, cet équilibre entre ouais, il faut avoir cet équilibre. Et être constant, comme tu l'as dit plusieurs fois, être constant, oui. Ouais, alors je pense pour moi, eux, ils sont pas encore à ce niveau-là d'être genre des étoiles en MLS, mais je pense qu'ils ont le talent. Ils ont juste besoin de trouver ce niveau-là, trouver cet aspect. Ils peuvent performer chaque soir et c'est pas, Vanny va pas te la dire, est-ce que je peux me fier à eux ce soir ou est-ce qu'ils vont disparaître? Ah non, c'est vrai, comme tu l'as dit, la constance, c'est un truc que les jeunes footballeurs devraient apprendre. Samuel Grandsir a quand même maintenant 25 ans, donc il est temps pour lui d'être de plus en plus constant, comme tu l'as dit. Ce serait très intéressant. Et tu as parlé un peu des recrues, un peu des derniers jours du mercato, de Dejan Joveljic, qui est venu de l'Eintracht Francfort de Bundesliga. Il a marqué lors du El Trafico, il a marqué un doublé. C'est quand même intéressant. On a comme l'impression que c'est typiquement, si jamais je regarde la saison jusqu'à maintenant, est-ce que tu es d'accord avec moi si jamais je dis que Greg Vanney est en train de réussir sa première année à la barre du Galaxy de Los Angeles? Parce que tu regardes le classement, on est à près de 22 matchs. Bon, certaines équipes ont un peu moins de matchs, ils ont 20 ou 21, mais le Galaxy a 22 matchs actuellement à 4h44 ici à l'heure de l'Est dimanche. 22 matchs, 36 points, 11 victoires, 3 matchs nuls, 8 défaites. 4e de la conférence Ouest, alors que c'est une équipe que ça fait 2-3 ans, ou je ne me rappelle plus si c'est 3, mais en tout cas, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Et même la fois où ils se sont qualifiés pour les séries, ils sont sortis au premier tour. On a comme l'impression qu'on est sur un nouveau cycle qui commence à être très intéressant, n'est-ce pas, Alexandre? Oui, je pense que c'est... Étant vu où ils étaient quand Ibrahimovic est parti, ça fait un grand, grand tour parce qu'ils ont fait la série en 2019, ils ont battu Minnesota United, puis ils ont perdu contre LAFC avec Ibrahimovic, qui était vraiment un star, sinon le star de la MLS à l'époque. Ouais. Depuis, tout a changé. Ils avaient, déjà quand Ibrahimovic était là, leur milieu de terrain n'était pas profond, ils avaient des problèmes en défense, etc. L'année dernière, on a vu ça. Quand ils ont mis Chicharito au lieu de lui, Chicharito a eu ses troubles l'année dernière, il n'a pas vraiment réussi à son niveau. Alors, juste le fait que Greg Vanney a pris pratiquement le même effectif que l'année dernière et il a transformé une équipe qui est excellente, je dirais. Je pense que ça montre un peu le niveau de Greg Vanney. Et puis, avec le plus de recrutement qu'il fait en mercato, les Koulibaly, les Cabral, les Gracia, les Joveljic, les Raveloson, plus en plus qu'ils vont faire pour rendre cet effectif plus profond. Je pense dans 2 à 3 ans, avec l'âge de beaucoup de ces joueurs, à part parce que peut-être ils doivent viser des remplaçants pour Dos Santos et Chicharito. Et Joveljic peut-être va être ce remplaçant de Chicharito à long terme. Je pense que dans les prochains 2 à 3 ans, si Vanney est là, il peut avoir une équipe qui peut au moins achever la finale d'un MLS Cup, au moins être compétitif dans une course de Supporter Shield et de façon plus importante, se qualifier à la Ligue des Champions et vraiment faire peut-être au moins les quarts ou demi-finales de ce tournoi. Alors, je pense que de façon long terme, avec Vanney là, je pense qu'on a vu ça à Toronto, ce qui peut se passer quand tu lui donnes les clés à une voiture. Et je pense que cette voiture, il est en train de quand même la bien conduire à ce moment-ci. Et puis, il est loin de la version finale de ce qu'il peut faire. Ils ont beaucoup de changements qui vont arriver. Exactement, on est dans la saison 1, donc pour ceux qui suivent le Galaxy, juste pour vous donner un peu quelques petits stats, depuis qu'ils ont gagné la MLS Cup en 2014, 2015, ils se qualifient, ils sont disqualifiés ils sont éliminés au bout du premier tour des playoffs. En 2016, ils arrivent en quart de finale, donc ils passent le premier tour, ils sont éliminés au deuxième. En 2017-2018, ils ne se qualifient pas pour les séries. En 2019, comme l'a mentionné Alexandre un peu plus tôt, ils passent le premier tour et ils sont éliminés
éliminés lors du deuxième. Et en 2020, pas de qualification en série. On a comme l'impression que c'est la fin un peu de ce calvaire du côté du LA Galaxy avec Greg Vanney qui fait quand même du très, 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 très bon travail pour sa première année au sein d'une équipe qui était en perdition totale. Tu regardes, on est à la 4e position, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il y a quand même un gros écart entre la 4e position et la 8e position, première place non qualificative. Il y a 12 points déjà. C'est quand même intéressant. On a comme l'impression que le Galaxy va être en série, bien installé en série, en tout cas dans la course en série, ils sont bien installés. Ça va être très intéressant de suivre la suite. Ben, écoute, je pense que ça va clôturer un peu notre podcast cette semaine ici du côté de Culture Soccer par rapport à la MLS, donc un podcast 100% MLS. Alexandre, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, où les gens peuvent te retrouver, plugger un peu tous tes projets, parce que tu en as beaucoup aussi. Tu as parlé de ton podcast, tu as parlé de ton site web. Plug un peu tes projets. Et voilà, j'aimerais vraiment que le monde te connaisse un peu plus ici sur Culture Soccer. Ben, merci beaucoup encore pour l'invitation à ce podcast. Ça fait un grand plaisir que tu m'as invité pour parler MLS. C'est toujours un plaisir de parler MLS avec toi, bien sûr, Adi. Mais pour moi, vous pouvez bien sûr trouver sur Twitter Alex Gangué-Ruzic, aussi à BTS Fan City, le Between the Sticks, btsfancity.com, où j'écris principalement mes affaires. Il y a aussi le Third Sub Podcast dont je fais en anglais, at Third Sub Pod sur Twitter, The Third Sub sur Instagram. Sinon, juste The Third Sub, là où vous trouvez vos podcasts, pour entendre plus sur les Vancouver Whitecaps, CPL, Canada Soccer et tout ça. Et à part ça, le seul truc que je veux vraiment plugger, c'est si vous pouvez essayer d'acheter vos copies de Derby Magazine, un nouveau magazine du foot canadien, complètement 100% foot canadien. Ils ont sorti vraiment leur première édition. J'ai écrit un article dedans. Alors, si vous voulez voir ça, vous pouvez bien sûr voir ça, mais aussi plein d'autres trucs. Alors, vous pouvez aller vous supporter ça, juste mettre derbymagazine.com ou je pense que si tu mets Derby Magazine en Google, tu vas les trouver. Mais à part ça, c'est les projets sur lesquels je me suis vraiment concentré récemment. Ben, parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Alex. Je vous conseille donc d'aller le suivre, bien évidemment, sur Twitter pour ceux qui ont Twitter. Et le reste, sinon, ben, suivez, allez acheter le magazine Derby Magazine, qui est quand même très intéressant. J'avais acheté la première édition, puis je peux vous dire, c'est quand même très intéressant en anglais, bien évidemment. Et voilà, ce sera tout aujourd'hui pour ce podcast de Culture Soccer. Je veux vous dire merci encore d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.